18 mitrailleuses. Une semaine. Un sac de sable. Les Ardennes de Koursk, juillet 1943. Pendant 3 jours, les armuriers allemands furent désemparés. Leurs mitrailleuses MG42, l'arme la plus fiable de la Wehrmacht, se mirent soudainement à dysfonctionner. 20 rafales, 30, et puis la culasse se bloquait. Le mécanisme se grippait tellement qu'il fallait démonter tout le système. Défaite sur défaite, point après point. C'est comme si une épidémie avait ravagé les positions défensives. Ils ont vérifié le lubrifiant, remplacé des pièces, recherché des défauts dans l'usine, soupçonné de sabotage parmi les ouvriers pris en otage. La réponse se trouvait dans le sac en toile du tireur d'élite Ivan Sidorenko. Une poignée de sable de rivière, une pincée de sel, et la connaissance que le fer se dilate sous l'effet de la chaleur. Comment un seul homme, muni d'un sac de sable, a-t-il pu neutraliser 18 positions de tir ennemies? Pour comprendre cela, il faut remonter 1 mois en arrière, dans la tranchée près de Prokhorovka, à cet homme qui pensait que la guerre était bien plus qu'un simple tir bien ajusté. Il s'appelait Ivan Nikitovitch Sidorenko. Ivan Nikitovitch Sidorenko, 27 ans, sergent-chef, tireur d'élite de la 120e division de fusiliers, 43 victimes confirmées à son actif. Mais pour lui, ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des êtres humains. Né dans le village d'Olchanka, dans la région de Voronezh, son père était meunier et sa mère institutrice à l'école du village. Il avait 2 frères cadets. Une maison se trouvait au bord de la rivière où, l'été, les garçons des environs pêchaient et construisaient des barrages en pierres et en argile. Il se souvenait d'une chose, comment son père lui avait montré le fonctionnement d'un moulin. Meules, arbres, engrenages, tout devait fonctionner avec précision. Une simple pierre dans le mécanisme et tout s'arrêtait. « Écoute, Vania, disait son père, l'essentiel dans toute entreprise, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Alors tu comprendras où se situe son point faible. » Avant la guerre, je travaillais comme tourneur dans une usine de Voronezh. Octobre rouge, atelier numéro 3. Machines, copeaux de métal, odeur d'huile. Je tournais des pièces pour machines agricoles. Je pouvais sentir au toucher le moindre défaut, l'endroit où une pièce se déformerait à chaud. Mes mains connaissaient chaque fraction de millimètre. J'étais à l'usine en juin 1941, lorsque la guerre a été déclarée. Je me souviens de cette journée, seconde par seconde. La voix de Levitan dans le haut-parleur, le silence dans l'atelier. Puis, le bruit d'une clé qui tombe. Quelqu'un l'a laissé tomber. Le bruit métallique sur le sol en béton. Une semaine plus tard, j'ai été mobilisé. Cours pour jeunes officiers, puis école de tireurs d'élite. Le commissaire m'a demandé « Pourquoi voulez-vous devenir tireur d'élite ?» Sidorenko a répondu honnêtement « Je ne veux pas tuer au hasard. Je veux savoir sur qui je tire. » Son premier combat, l'automne 41, près de Yelets. Il se souvenait du froid, du sol gelé, et du visage du premier Allemand qu'il avait en ligne de mire. Jeune, 20 ans, pas plus. Il fumait près de l'abri. Sidorenko visa pendant 5 minutes. Son doigt tremblait sur la détente. Puis l'Allemand se retourna, un brassard à l'emblème des unités blindées sur sa manche. Les mêmes qui avaient incendié des villages. Son doigt cessa de trembler. Après la fusillade, il trembla pendant 3 heures. Le sergent-major Guriev lui servit de l'alcool. « Buvez-le. Le premier verre est toujours fort. Vous vous y habituerez. » Mais Sidorenko ne s'y est jamais habitué. Après chaque tir, il ressentait une lourdeur dans la poitrine, comme s'il avalait une pierre. Il ne célébrait jamais ses réussites. Il faisait simplement son travail. Un travail terrible, mais nécessaire. À l'été 1943, une étrange habitude s'était ancrée en lui. Alors que les autres tireurs d'élite ne comptaient que les victimes confirmées, Sidorenko, lui, pensait différemment. Son carnet contenait bien plus que des chiffres, des noms. S'il parvenait à obtenir la moindre information auprès des prisonniers ou dans des documents, il la notait. Obergefreiter Kurt Müller, 23 ans, originaire de Bavière, tué le 16 mai.
Sous-officier Hans Schmidt, 31 ans, originaire de Hambourg, tué le 21 mai. Les camarades ne comprenaient pas. Le commissaire s'exclama « Camarade Sidorenko, quelle sorte de sentimentalité bourgeoise est-ce là ?» Ivan garda le silence. Il ne pouvait même pas se l'expliquer à lui-même. Il ressentait simplement que si l'on tue des gens sans se souvenir qu'ils sont humains, on devient soi-même quelque chose d'horrible, quelque chose d'inhumain. Mais il accomplissait sa tâche à la perfection. Sa maîtrise de soi était inébranlable. Il pouvait rester immobile pendant 8 heures. Il avait la patience d'un pêcheur. Son sens de l'observation était aiguisé comme celui d'un horloger. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et il avait une autre particularité. Sidorenko détestait les schémas prédéfinis. Les autres tireurs d'élite suivaient une méthode bien établie. Position, tir, repli. Lui, il recherchait la nouveauté. Il expérimentait. Une fois, il aménagea une fausse position avec des branches et des chiffons. Un tireur d'élite allemand passa une demi-journée à tirer dans le vide jusqu'à ce qu'Ivan, de l'autre côté, l'abatte. Une autre fois, il rampa sur 300 mètres à travers un champ découvert, car il avait calculé l'angle mort des Allemands. « La guerre, c'est comme les échecs », a-t-il dit. « Celui qui réfléchit le plus intelligemment vit le plus longtemps. » Il avait une femme, Anna. Ils s'étaient rencontrés à l'usine, elle travaillait à la comptabilité. Ils s'étaient mariés en 1939. Il n'avait pas encore d'enfants, faute de temps. Sa dernière lettre était arrivée en avril. Elle écrivait qu'elle vivait dans un camp d'évacuation à Sizran. Elle travaillait dans une fabrique de cartouches. Elle attendait. Elle y croyait. La photo d'Anna est dans la poche de sa tunique, près de son cœur. En noir et blanc, usée par les plis. Elle sourit. Le vent lui ébouriffe les cheveux. Prise durant l'été 1939, au lac de Voronej. Ils ignoraient alors que le monde s'effondrerait 2 ans plus tard. Ivan sortait cette photo tous les soirs. Il la regardait. Il ne priait pas, il ne croyait pas en Dieu. Il la regardait simplement. Et il promettait « Je reviendrai. Je reviendrai, c'est certain. » Mais il y avait des jours où je ne croyais pas à mes propres promesses. Sidorenko était perçu différemment au sein du régiment. Le commandant de compagnie, le capitaine Nesterov, le respectait pour ses résultats et sa fiabilité. Le commissaire, quant à lui, le craignait pour sa réserve et son étrange carnet. Ses camarades tireurs d'élite le considéraient comme un original, mais comme l'un des leurs. Et puis il y avait le sergent-major Piotr Savelievitch Guriev. Âgé de 45 ans, il avait combattu pendant la guerre de Finlande. Son visage était celui d'un vieux loup, marqué par les cicatrices, la barbe grise. Mais son regard était doux. C'est Guriev qui, un jour, a enseigné à Sidorenko la règle principale de la vie au front. C'était l'hiver 42. Sidorenko était au bord du gouffre. Il avait perdu son camarade en une seule journée. Une rafale de mitrailleuses avait décimé leur position. L'homme était mort dans ses bras. Ivan, assis dans l'abri, le regard perdu dans le vide, ne mangeait ni ne dormait. Guriev est arrivé le soir. Il s'est assis à côté de moi. Il est resté silencieux pendant environ 5 minutes. Puis il a dit « Sidorenko, pourquoi es-tu si contrarié ?»« C'est... Lyonka. Lyonka est morte. Et des centaines d'autres mourront. Et je pourrais mourir. Et vous aussi. Telle est la guerre. » Ivan regarda le sergent-major sans comprendre où il voulait en venir. Mais Guriev tira une bouffée de sa cigarette. Il y a 2 types de soldats. Certains se contentent de tirer et d'attendre d'être tués. D'autres réfléchissent. Ils cherchent comment rester en vie, comment protéger les leurs. Vous comprenez ? Pas bon. Tu es intelligent. Regarde, tu as récemment établi une fausse position. Les Allemands ont passé une demi-journée à la bombarder. Malin. Alors continue de réfléchir. Invente. La guerre n'est pas qu'une question de courage, c'est une question d'intelligence. Celui qui a le plus d'intelligence survivra. À partir de ce jour, Sidorenko changea. Il devint plus qu'un simple tireur d'élite. Il devint un soldat réfléchi. Il observait. Il analysait.
Il recherchait les faiblesses de l'ennemi. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie, à lui et à ses camarades. Mais en juin 1943, vint le moment où l'observation seule ne suffisait plus. Le saillant de Koursk. Les Allemands préparaient une offensive. Les services de renseignement signalaient des forces massives, de nouveaux chars, des fortifications et des mitrailleuses, des tonnes de mitrailleuses. La MG-42. Les Allemands l'appelaient la scie d'Hitler. Les soldats soviétiques, eux, l'appelaient simplement la scie ou le cliquet. Sa cadence de tir était de 1200 coups par minute, soit 20 balles par seconde. Un véritable mur de plomb. Courir sous un tel feu était quasiment impossible. Sidorenko vit pour la première fois la MG-42 en action début juin. Sa section tentait de déloger les Allemands des hauteurs. Ces hauteurs étaient cruciales. Elles dominaient toute la zone. S'ils parvenaient à s'en emparer, ils obtiendraient un avantage décisif. Nous sommes passés à l'attaque à l'aube. 40 hommes. Les tranchées allemandes étaient à 300 mètres, en plein champ. Nous sommes arrivés au milieu lorsque le cliquet s'est mis en marche. Le bruit. Ivan se souvint de ce bruit toute sa vie. Rapide, furieux, comme quelqu'un qui déchire une bâche à une vitesse monstrueuse. Trrr, trrr, trrr. Devant lui, le soldat Kostin trébucha. Non, il ne trébucha pas. Il tomba. Puis un autre. Et encore un autre. « À terre !» cria le lieutenant. Ivan tomba dans un cratère. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête. La boue jaillissait autour de lui. Quelqu'un hurla. Quelqu'un appela les secours. L'attaque s'est essoufflée. Ils ont regagné leur base en rampant. Sur les 40, seuls 27 sont revenus. Ils l'ont enterré le soir. 13 tombes, 13 monticules de terre fraîche. Sidorenko resta là, à regarder. Il ne pensait qu'à une chose. Ce n'étaient pas des hommes qui l'avaient tué. C'était une machine. Une machine de fer, sans âme. Juillet 1943. Front central, face nord du saillant de Koursk. La ligne de défense traversait le village de Samodurovka, la colline 237 et le point de passage de la rivière Olkovatka. Les Allemands fortifiaient leur position depuis 2 mois. Champs de mines, réseaux de barbelés, bunkers et des mitrailleuses. Des tas de mitrailleuses. D'après les renseignements, 42 mitrailleuses MG-42 sont déployées dans un rayon de 4 km. Cela représente une mitrailleuse tous les 100 mètres de la ligne de front. La densité de tir est monstrueuse. Le commandement comprit qu'au début de l'offensive allemande, une contre-attaque serait inévitable. Et contre-attaquer à travers un tel mur de feu serait du suicide. De l'artillerie ? Oui. Mais les Allemands avaient conçu leur nid de mitrailleuses avec ingéniosité. Profond, couvert, avec des issues de secours. Un obus pouvait anéantir une position. Les mitrailleurs se mettaient à couvert, puis revenaient. Et le cliquetis reprenait son cours. Des avions d'attaque ? Ils ont volé. Mais la DCA les a abattus. Et même depuis les airs, il n'est pas toujours facile de repérer la position des tirs. Leur camouflage est excellent. Des tireurs d'élite ? Ils ont essayé. Sidorenko lui-même a neutralisé 3 mitrailleurs en 1 semaine. Mais d'autres ont pris leur place. La mitrailleuse continuait de tirer. Tuer l'équipe ne la détruit pas. Impasse. Hachoir à viande. Abattage par position. Et chaque jour apporte son lot de nouvelles pertes. Le 7 juillet, la compagnie du lieutenant Kuznetsov tenta de prendre une position allemande fortifiée près de la forêt. Ils s'approchèrent à 50 mètres. 3 mitrailleuses ouvrirent le feu simultanément. Tirs croisés. La moitié de la compagnie fut anéantie en 1 minute. Le lieutenant Kuznetsov revint avec 3 blessures par éclat d'obus. Allongé à l'infirmerie, il pleurait. Non pas de douleur, mais de ne pouvoir sauver personne. 9 juillet, l'histoire de la section de reconnaissance. Ils se rendaient derrière les lignes allemandes. À leur retour, à l'aube, ils tombèrent dans une embuscade à la mitrailleuse. Sur les 18 hommes, 5 survécurent. Le chef de section, le sergent-chef Voronin, fut touché à l'estomac. Il mourut lentement. Il appela sa mère.
Il avait 22 ans. Le 11 juillet, une mitrailleuse faucha un groupe de signaleurs. Ils transportaient des câbles vers le front. Désarmés, ils portaient des bobines de câbles sur le dos. 6 hommes. Un seul survécu, le sergent-chef Soukov. Il raconta plus tard « Ils n'ont même pas visé. Ils ont juste tiré dans notre direction. Les balles pleuvaient comme une averse, un véritable déluge. Impossible de se cacher. » Sidorenko connaissait beaucoup de monde. Voronin, personnellement. Ils s'étaient rencontrés en hiver à l'hôpital. Tous deux souffraient d'engelure. Ils avaient joué aux échecs. Voronin était de Sibérie, de Tomsk. Il rêvait de devenir instituteur après la guerre, enseigner les mathématiques. Voronin gisait désormais sous terre. On lui avait amputé les jambes, mais il était trop tard. Une septicémie. Sidorenko assista aux funérailles. Il resta à l'écart, silencieux. La mère de Voronin ne put venir, elle était trop loin. On l'enterra sans elle. Le commissaire lut le discours habituel. « Il est mort en héros, mémoire éternelle, nous le vengerons. » Ivan écoutait et sentait une colère impuissante grandir en lui. Non pas contre le commissaire, contre la guerre, contre ces maudites mitrailleuses, contre le fait que les meilleurs d'entre eux mouraient sous le choc, sous les balles, sous les machines. Après les funérailles, Guriev s'approcha de lui. Il lui tendit une flasque. « Prenez un verre. »« Je ne veux pas. Bois-la, je te dis. Pour des pensées comme celle-ci, la vodka est meilleure que les médicaments. » Sidorenko prit une gorgée. Cela lui brûla la gorge. Il rendit la fiole. « Petrovitch, encore combien de temps ? Quoi d'autre ? Enterrer. Combien de camarades devrons-nous encore enterrer ? » Guriev resta silencieux un instant. Il se frotta le visage avec la paume de la main. « Je ne sais pas, Vania. Je ne sais pas. Ils nous fauchent comme des mouches. Ils nous fauchent tout simplement. Et nous ne pouvons rien faire. » « On peut. Ripostons. » »« À quoi bon ? J'ai abattu 3 Allemands. La mitrailleuse continue de tirer. J'ai neutralisé l'équipe. Ils en ont apporté une autre. Vous ne comprenez pas ? Ce ne sont pas les hommes qu'il faut tuer. Ce sont les mitrailleuses qu'il faut détruire. Les mitrailleuses elles-mêmes. Guriev observa attentivement Sidorenko. « Et comment allez-vous tuer le fer ?»« Je ne sais pas, » soupira Ivan. « Je ne sais vraiment pas. Mais il doit y avoir une solution. Il le faut. » C'était impossible. Ou plutôt, il y en avait une offensive classique. Supprimer l'ennemi à l'artillerie, envoyer les chars, puis l'infanterie. Mais les chars brûlaient sous le feu des canons anti-chars allemands. L'artillerie se replia, protégée par les mortiers. Et l'infanterie fondit littéralement sous le feu nourri des tirs. Le 12 juillet, Sidorenko reçut la mission suivante, observer les positions allemandes. Il devait localiser les emplacements de mitrailleuses, dessiner le schéma de tir et marquer les zones mortes. Je me suis allongé dans un trou d'obus en plein no man's land, à 300 mètres des tranchées allemandes, 6 heures avant l'aube. Je suis resté immobile. J'ai regardé et j'ai vu. Les défenses allemandes étaient méticuleusement construites. Des mitrailleuses étaient positionnées de manière à couvrir tout le champ de bataille. Les positions de tir principales se trouvaient dans des casemates en béton. Les positions secondaires étaient aménagées dans des tranchées régulières. Entre elles se dressaient des barbelés, des mines et des fossés. Sidorenko dessina le plan. Il compta les embrasures. Il marqua les angles de tir. Et il comprit. Percer ces défenses signifierait tout baigner dans le sang. Des milliers de vies. Peut-être des dizaines de milliers. À l'aube, les Allemands commencèrent leur entraînement. Les équipages changeaient de position, vérifiaient leurs armes. Ivan aperçut un mitrailleur à une centaine de mètres de là, démontant et remontant une MG-42. Rapidement, avec précision. 20 secondes et la mitrailleuse était de nouveau opérationnelle. Une voiture fiable, pensa Sidorenko. Trop fiable. De retour sur les lieux à midi, remise de la carte à noter. Rapport au commandant. 42 mitrailleuses confirmées, plus 7 autres positions suspectées.
Une percée n'est possible qu'au prix de lourdes pertes. Le capitaine Nesterov hocha la tête d'un air sombre. Nous le savons, mais les ordres sont les ordres. L'attaque commence le 15. Préparez-vous. Le 15 juillet, 3 jours. Sidorenko sortit de l'abri du quartier général. Le soleil tapait fort. La poussière flottait dans l'air. Quelque part sur la droite, l'artillerie pilonnait le terrain. On préparait une autre zone d'attaque. 3 jours avant le hachoir à viande. Il se dirigea vers sa tranchée. En chemin, il croisa le sergent-chef Soukov, le même signaleur qui avait fait partie des 6 survivants. Soukov était assis près de l'abri des joueurs. Il fumait. Ses mains tremblaient. « Vivant, Soukov ?»« Quelque chose comme ça, camarade sergent. »« Vous avez entendu ? L'offensive commence le 15. » Soukov tira une bouffée. Il resta silencieux. Puis il dit doucement. « Sergent camarade, allons-nous revenir ?» La question était puérile, naïve, mais sincère. Sidorenko connaissait la bonne réponse. Il aurait dû dire « Bien sûr que nous reviendrons. Nous sommes des soldats soviétiques. Nous vaincrons. » C'est ce que les instructeurs politiques lui avaient appris. C'est ce que disaient les tracts. Mais il en avait assez de mentir, assez de donner de faux espoirs. Je ne sais pas, Soukov. Je ne sais pas. Le sergent subalterne hocha la tête et écrasa sa cigarette. Compris. Merci pour votre honnêteté. Sidorenko atteignit sa tranchée. Il descendit. Il s'assit sur une caisse de munitions. Son fusil était à proximité. Un fusil de précision, un Mosin avec une lunette. Une fidèle assistante. Elle avait tué 43 personnes. Mais on ne peut pas tuer un morceau de fer avec ça. Ivan sortit son carnet. Il le feuilleta. Des noms, des dates. 43 noms de soldats allemands qu'il avait tués. 43 hommes qui avaient des mères, des épouses et des enfants. J'ai refermé le livre et j'ai pensé « Combien d'autres des nôtres vont mourir sous leur mitrailleuse ?» Je n'ai rien en tête. Le vide. L'impuissance. Le soir, Guriev apporta le dîner. De la bouillie d'orge, des biscuits et du thé. « Mangez. » « Je ne veux pas. »« Mange, dis-je. Se battre le ventre vide est une impasse. » Sidorenko mangeait machinalement. Il n'y prenait aucun goût. « Vania, pourquoi es-tu si silencieuse ?» Guriev s'assit en face d'elle. « Je ne t'ai jamais vue comme ça. »« Petrovitch, croyez-vous que nous allons gagner ?»« Nous allons gagner. Nous allons assurément gagner. »« Combien devons-nous ajouter de plus ?»« Beaucoup, a reconnu le sergent-major. Beaucoup. Mais nous allons gagner. » « À quel prix ?» Guriev resta silencieux. Il roula une cigarette et l'alluma avec un mégot de bougie. « Le prix à payer est élevé. Mais si nous ne payons pas, les nazis nous tueront tous. Nous n'avons donc pas le choix. »« Non, » répondit Sidorenko en secouant la tête. « Il y a un choix. Nous pouvons combattre intelligemment. Nous pouvons trouver des moyens d'éviter de gaspiller des vies inutilement. Alors, continuez à chercher. » Je cherche. Je ne le trouve pas. Tu vas trouver, lui dit Guriev en lui tapotant l'épaule. Tu es notre cerveau, réfléchis. Tu trouveras quelque chose. Le sergent-major est parti. Sidorenko s'est retrouvé seul. Réfléchissez. Facile à dire. Il s'allongea sur la couchette, ferma les yeux, essaya de dormir. En vain. Des images tourbillonnaient dans sa tête. Des mitrailleuses, des tramways, des gens qui tombaient. Voronin et son rêve d'enseigner les mathématiques aux enfants. Soukov et sa question. Reviendrons-nous ? Nuit. Silence. Seul le grondement de l'artillerie résonnait au loin. Sidorenko ouvrit les yeux et regarda le plafond de terre de la tranchée. Il doit y avoir une solution. Il le faut. On ne peut pas abandonner. On ne peut pas se laisser mourir. Les gens ne sont pas du bétail à abattre. Mais quelle est la solution ? Comment détruire une mitrailleuse sans tuer ses servants ? Non, ce n'est pas ça.
Comment l'empêcher de tirer? Le faire sauter? Il faut s'approcher. Impossible de s'approcher sous le feu ennemi. Y mettre le feu? Le fer ne brûle pas. La détruire? Il faudrait un tir direct de char ou de fusil anti-char. Mais le blocos est couvert, hors de portée. Impasse. Encore une impasse. Ivan se redressa. Il avait un mal de tête terrible. Il se frotta les tempes. Réfléchis. Réfléchis, bon sang. Tu es tourneur. Tu sais comment fonctionnent les machines. Chaque machine a son point faible. MG42, mitrailleuse allemande. Cadence de tir, 1200 coups par minute. Grande fiabilité, conception bien pensée. Mais tout mécanisme peut être brisé. La question est comment? Il se souvenait de tout ce qu'il savait sur les mitrailleuses. Leur conception, le mécanisme de culasse, le canon, le ressort de rappel, le système à gaz. Qu'est-ce qui pourrait bien lâcher? Le canon, uniquement à cause d'une surchauffe, mais les Allemands changent rapidement de canon. La culasse, uniquement si quelque chose... Quoi? Arrêt. Frapper quelque chose. Sidorenko se figea. Son cœur se mit à battre plus vite. Je me suis souvenu de la façon dont mon père m'avait montré le moulin. Une seule pierre dans le mécanisme et tout s'arrête. Cailloux. Grains de sable. Et si... Il se redressa, les yeux grands ouverts. Et si vous ne tuiez pas l'équipage? Et si vous ne détruisiez pas la mitrailleuse? Et si vous... la brisiez simplement de l'intérieur? Une pensée a commencé à se former dans ma tête. Brute, informe. Mais une pensée tout de même. Du sable. Du sable qui s'infiltre dans le mécanisme. Tout tourneur le sait. Le sable dans une machine, c'est sa perte. C'est abrasif. Ça use les pièces. Ça bouche les interstices. Mais comment remplit-on une mitrailleuse allemande de sable? Il s'approchait furtivement la nuit, silencieusement. Son entraînement de tireur d'élite le lui permettait. Il savait ramper en silence. Il savait ne laisser aucune trace. Mais même si vous vous approchez du nid de mitrailleuse, il y a des gardes, des sentinelles, des patrouilles. J'y ai réfléchi davantage. Il fait nuit. Les Allemands dorment-ils? Non, ils sont de service. Mais seulement 1 ou 2 hommes sont de service, pas toute l'équipe. La mitrailleuse est recouverte d'une bâche ou se trouve dans un blocos. Si le calme est total, si la sentinelle est distraite un instant, s'il n'y a pas de lune, si nous avons de la chance. Vous pouvez verser une poignée de sable dans le canon ou dans le groupe porte-culasse. Au matin, les Allemands commenceront à tirer. Le sable va chauffer, il va se dilater. La culasse va s'enrayer, la mitrailleuse va s'arrêter. Ivan sentit ses mains cesser de trembler. L'excitation, le frisson de la chasse, quand on repère l'odeur d'un animal. Mais doute, question. Premièrement, le sable s'échappera rapidement du canon si la mitrailleuse est inclinée. Il faut donc trouver une autre solution, un système pour retenir le sable, un liant pour le maintenir en place. Du pétrole? Non, le pétrole va brûler et le sable restera sec. De la résine? Où puis-je en trouver à l'avant? Je me souviens d'avoir fabriqué des pièges à oiseaux quand j'étais enfant. On mélangeait du sable avec de l'eau et du sel. Une fois le sel sec, le mélange se transformait en pierre. Le sel fond lorsqu'il est chauffé. Son point de fusion est d'environ 800 degrés. Le canon d'une mitrailleuse chauffe entre 300 et 500 degrés lors du tir. Il ne fondra pas. Mais que se passe-t-il si le sel ne fond pas simplement? Et s'il cuit avec le sable? À haute température, le sel et le sable peuvent s'agglomérer et former une masse abrasive qui obstruera complètement la culasse. Deuxième question. Comment viser le bon endroit? Déverser du sable n'importe où ne servira à rien. Il nous faut une brèche, là où le volet coulisse. Si du sable s'y infiltre, c'est fichu. Le mécanisme se bloque. Sidorenko se souvenait du design d'une mitrailleuse allemande. Il l'avait vue à maintes reprises.
sur des exemplaires capturés et sur des armes de guerre. La culasse est ouverte pour le remplacement du canon. Elle est accessible. Troisième doute. Et si ça ne marche pas? Et s'il n'y a pas assez de sable? Ou trop? Ou si le sel ne sert à rien? Une expérience est nécessaire, un test est nécessaire. Mais sur quoi sont-ils censés la tester? Ils n'ont pas de MG42 capturé en état de marche. Ils n'ont que des exemplaires cassés et criblés de balles. Il va donc falloir le tester sur les Allemands, en conditions de combat. Ivan serra les poings. La décision était mûrement réfléchie, risquée, folle, mais la seule possible. Demain soir, essayez. Si ça marche, c'est qu'il y a une solution. Sinon, au moins j'aurais essayé. Il se recoucha. Cette fois, il s'endormit, pour la première fois en 3 jours. Il rêvait de son enfance, une rivière, Son père au moulin. et la voix de son père. Un caillou dans le mécanisme, Vanka, un caillou. 13 juillet, 4 heures du matin. Sidorenko s'est réveillé avant le réveil. Franchement, je n'ai pas dormi. J'ai sombré dans le sommeil par intermittence. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la même chose. La culasse d'une mitrailleuse, une poignée de sable, mes propres mains la remplissant de sable. Irréaliste? Peut-être, mais ça vaut le coup d'essayer. Ivan se leva discrètement. 3 soldats dormaient encore dans la tranchée. Le caporal Demidov ronflait. Un jeune homme de 19 ans, originaire de Toula. Il avait été envoyé au front 2 mois auparavant. Il n'avait pas encore beaucoup d'expérience du combat. Sidorenko le regarda. Il pensa « Si nous attaquons le 15, ce type ne reviendra pas. Trop jeune, trop inexpérimenté. Le Ratchet le fauchera dans les premières secondes. » Je suis sorti de la tranchée. Le ciel s'éclaircissait à l'est. L'air était froid, comme au matin. De la rosée perlait sur l'herbe. Le silence régnait, seul le chant des oiseaux résonnait au loin. Étrange. La guerre faisait rage tout autour, et pourtant les oiseaux chantaient. Je suis allé à la rivière. La rivière Olkovatka coulait à 1 kilomètre de là. C'était un ruisseau peu profond, mais l'eau était claire. Je suis descendu jusqu'au rivage. Je me suis accroupi. J'ai rempli mon casque d'eau et je me suis lavé le visage. L'eau glacée a chassé les derniers vestiges de mon sommeil. J'ai regardé autour de moi. Personne. Tant mieux. Il sortit de sa poche une simple bourse en toile pour le tabac. Vide. Il trempa la main dans l'eau tout près du rivage. Il tâta le fond. Du sable. Du sable fin, du sable de rivière. Exactement ce qu'il lui fallait. Il en ramassa une poignée. Le sable était fin, presque comme de la poussière. Les grains mesuraient quelques fractions de millimètres. Parfait pour boucher le mécanisme. Il en versa un peu dans le sac, une autre poignée, encore une. Le sac était à moitié plein. Maintenant du sel. Le sel était rare au front, mais Sidorenko savait où s'en procurer. Il gardait toujours un sac de sel dans la cuisine de campagne. Le cuisinier, le sergent-major Timofeyev, était un homme bon, mais il ne vous en donnait pas gratuitement. Il vous demandait pourquoi. Il inventa une histoire. Il prétendait que c'était pour soigner les engelures. C'était absurde, bien sûr, mais Timofeyev n'était pas médecin, alors il aurait pu le croire. Je suis retourné à la base. Il était une demi-heure avant le réveil. J'ai trouvé la cuisine. Timofeyev était occupé à faire bouillir de l'eau et à préparer du porridge de millet. « Camarade sergent-major, auriez-vous du sel ?» demanda Sidorenko d'un ton désinvolte. « Du sel ? Pourquoi ?»« Eh bien, je me suis frotté la jambe. On dit que le sel est bénéfique. Je vais faire une compresse. » Timofeyev jeta un regard incrédule sur le côté. Se soigner les pieds avec du sel ? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mon grand-père faisait ça. Il était soldat à l'époque impérialiste. Il disait que ça aidait. « Eh !» dit le cuisinier en agitant la main. « Prenez-en, juste un peu. Nous n'en avons presque plus nous-mêmes. » Timofeyev prit du sel dans le sac avec une tasse en fer blanc. Il le versa dans le casque de Sidorenko.
un gros tas de sel, gris, vu de face. Merci, camarade sergent. Oui, vas-y. Ivan passa derrière l'abri. Il versa le sel dans un sac séparé et le cacha dans sa poche, à côté du sable. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre la tombée de la nuit. La journée s'éternisait. Sidorenko tenta de vaquer à ses occupations habituelles. Il vérifia son fusil, nettoya la lunette et compta les balles. Mais ses pensées étaient ailleurs. Le soir, Gouriev est passé. Il a apporté le dîner et s'est assis à côté de moi. « Vania, pourquoi es-tu pâle? Es-tu malade? » « Tout va bien. »« Non, je ne me mens pas à moi-même. Je vois bien que tu manigances quelque chose. » Sidorenko regarda le sergent-major. Il resta longtemps silencieux. Puis il se décida. « Je vais te le dire. Gouriev est des nôtres. Il comprendra. » « Petrovitch, tu te souviens? Tu m'avais dit de trouver quelque chose? » « Je me souviens. »« Voilà, c'est tout. J'ai trouvé quelque chose. »« Bien? Ivan me l'a dit. Bref, sans détour. » L'idée du sable et du sel. Le plan pour surprendre les positions allemandes de nuit. Verser le mélange dans la mitrailleuse. Gouriev écouta en silence, le visage impassible. Lorsque Sidorenko eut terminé, le sergent siffla doucement. « Êtes-vous fou? » « Peut-être. »« Vania, c'est du suicide. Derrière les lignes allemandes, la nuit, seule. S'ils te repèrent, tu es morte. » « Ils ne me repéreront pas. Je suis un tireur d'élite. Je peux ramper en silence. » « Un tireur d'élite n'est pas un éclaireur. Les éclaireurs ont une formation différente. »« Je sais, mais tu dois essayer. » « Pourquoi ?» Gouriev le saisit par l'épaule. « Pourquoi as-tu besoin de ça? Il y a un ordre. Tirer. Tirer. Pourquoi cherches-tu les ennuis ?» Sidorenko sortit de sa poche une photo d'Anna. Elle était usée et froissée. Il la montra à Gouriev. « Voilà pourquoi. Je lui ai promis de revenir. Mais si nous lançons un assaut frontal contre ces mitrailleuses le 15, je ne reviendrai pas. Personne ne reviendra. Tu comprends? Nous y perdrons tous la vie. Moi, toi, Demidov, Soukov, tous. Et alors, c'est la guerre, il faut bien que quelqu'un s'en charge. »« Je ne devrais pas, » s'écria Ivan, avant de se reprendre et de poursuivre plus doucement. « Je ne devrais pas mourir comme ça. S'il y a une chance de changer les choses, je dois essayer. » Gouriev resta silencieux. Il se frotta le visage avec les paumes des mains. Il soupira profondément. « Tu es têtu, Sidorenko. Tu as toujours été têtu. Donc, vous n'essayez pas de me dissuader? J'essaie de te dissuader, mais je sais que c'est inutile. Une fois que tu as pris ta décision, il est impossible de te faire changer d'avis. » Ivan esquissa un sourire. « Merci, Petrovitch. »« Merci pourquoi? Pour ne rien avoir dit au commissaire ?» Gouriev ricana. « Écoutez, si vous y allez, prenez ceci. » Le sergent plongea la main dans sa poche et en sortit un bracelet en crin de cheval, grassement tissé, noirci par le temps. « Qu'est-ce que c'est? » ?»« Une amulette. Ma mère me l'a donnée quand je suis parti faire la guerre en Finlande. Elle m'a dit « Tant que tu la porteras, tu resteras en vie. » Je l'ai portée pendant toute la guerre, et je l'ai toujours. Pas une égratignure. « Petrovitch, Prends-le, dis-je. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et tu dois vivre, vivre encore. Ta femme t'attend là-bas. » Sidorenko prit le bracelet. Il était lourd et chaud, imprégné par le corps du sergent. Il le mit à son poignet. « Merci. Je vous le rendrai à mon retour. » « À ton retour, inutile d'en avoir besoin. Donne-le à tes enfants. Laisse-les le porter. » Gouriev partit. Ivan se retrouva seul. Il regarda le bracelet. Il pensa qu'en temps de guerre, il y a des choses plus importantes que les règlements et les ordres. Il y a l'humanité. Il y a la camaraderie. La nuit. Minuit et demi. Pas de lune. Ciel nuageux. Parfait. Sidorenko était vêtu de noir de la tête aux pieds.
Il avait enduit de boue sa tunique, son pantalon et ses bottes pour éviter qu'il ne brille. Il s'était également barbouillé le visage et les mains de terre. Je n'ai pas pris de fusil, juste un couteau et quelques sacs de sable et de sel. Avant de partir, j'ai mélangé le contenu des 2 sacs, du sable et du sel, en proportion à peu près égale. J'ai secoué pour bien mélanger. J'ai obtenu une masse grisâtre et friable. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Il sortit de la tranchée et rampa. La progression nocturne est un art particulier. Sidorenko l'a appris à l'école de tireurs d'élite. Il faut se déplacer lentement, silencieusement. Utiliser chaque ombre, chaque cratère. 300 mètres jusqu'aux positions allemandes. En plein jour, 5 minutes de marche. La nuit, à 4 pattes, 1 heure. Il a rampé. Il s'est figé. Il a écouté. Il a rampé à nouveau. Le sol sous mes mains était humide et froid. Il sentait l'argile et le brûler. Quelque part sur la droite, un coup de feu retentit. Une sentinelle nerveuse tirait dans l'obscurité. 100 mètres jusqu'aux Allemands. 50. 30. Ivan se figea. Il se tenait au garde-à-vous dans le cratère. Il écouta. Voix. Parlait allemand. 2 gardes discutaient. L'un se plaignait du froid, l'autre disait avoir sommeil. Les gens, pensa Sidorenko. Les mêmes personnes. Eux aussi veulent rentrer chez eux. Eux aussi ont entassé de la guerre. Mais ce sont eux l'ennemi. Et leurs mitrailleuses tuent les nôtres. Les sentinelles se turent. L'une d'elles, à en juger par les bruits, alla vérifier la position voisine. La seconde resta sur place. Sidorenko continua à ramper, lentement, centimètre par centimètre. La voilà, la mitrailleuse, une MG42. Elle se trouvait dans une tranchée recouverte d'une bâche. L'embrasure était orientée vers les positions soviétiques. La sentinelle se trouvait à une dizaine de mètres. Elle me tournait le dos et fumait. Ivan attendit. Les secondes lui parurent des minutes. Son cœur battait si fort qu'il craignait que l'Allemand ne l'entende. Le soldat écrasa sa cigarette. Il se dirigea vers la gauche, en direction de l'abri, et disparut derrière le parapet. Maintenant. Sidorenko se leva. 3 pas rapides. Il s'approcha de la mitrailleuse et souleva la bâche. Mes mains tremblaient. Pas maintenant, ne tremblez pas. Il trouva la brèche. Il ouvrit le couvercle de protection. Un clic discret se fit entendre, mais pour Ivan, cela ressemblait à un coup de feu. Silence. Il sortit le sac et en vida le contenu dans la culasse ouverte. Une poignée entière. Le sable et le sel se dispersèrent, obstruant les fissures, les rainures et les interstices des pièces. J'ai refermé le couvercle. J'ai abaissé la bâche. Je me suis retourné. Et il a gelé. Le garde se tenait à 3 mètres de distance, le regardant droit dans les yeux. Le temps s'est arrêté. L'Allemand était jeune, une vingtaine d'années, blond. Ses yeux étaient grands ouverts d'étonnement. 1 seconde, 2. L'Allemand ouvrit la bouche pour crier. Sidorenko sursauta. Il couvrit la bouche de l'Allemand de sa main gauche. Il sortit un couteau de sa main droite. « Désolé », pensa-t-il. Un coup, rapide, précis. Entre les côtes, vers le haut, en plein cœur. L'Allemand s'est affaissé. Ivan l'a déposé au sol, silencieusement, sans bruit. Il se tenait au-dessus du corps. Il l'examina. Le garçon était encore chaud. À sa ceinture, une photo. Elle était tombée de sa poche. La famille. Ses parents, ses 2 sœurs. « Je suis désolé », pensa Ivan une fois de plus. « Toi ou nous, je suis désolé. » Des voix. La 2e sentinelle revenait. Sidorenko s'élança dans l'obscurité. Il tomba dans un cratère. Il rampa. Un cri a retenti derrière moi. On avait découvert un corps. Alarme, sifflet, cri en allemand. Ivan rampa plus vite, ne se souciant plus du silence. L'essentiel était la distance. L'essentiel était de s'échapper. Les Allemands ouvrirent le feu.
Au hasard, dans l'obscurité, les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Des traînées rouges zébraient la nuit. 50 mètres, 100, 150. Il est tombé dans une tranchée soviétique. Il suffoquait. Son cœur battait la chamade. Qui est-ce ? Un fusil était pointé sur lui. L'un des nôtres, Sidorenko, tireur d'élite. Que faisiez-vous avec les Allemands ? Je t'expliquerai plus tard, laisse-moi respirer. Il gisait au fond de la tranchée, tremblant, non pas de peur, de tension, de ce qu'il avait fait. J'ai tué un homme, au corps à corps, de mes propres mains. Ce n'était pas comme tirer au fusil. Il y a la distance, la visée, l'abstraction. Mais là, j'ai senti le couteau pénétrer mon corps. J'ai senti l'Allemand s'affaisser dans mes bras. Nausée. Ivan s'éloigna en rampant. Il vomit. De la bile et de la bouillie. Il s'essuya la bouche et s'assit, la tête entre les mains. Voilà. L'essentiel, c'est « est-ce que ça va marcher ?» Le lendemain matin nous le dira. 14 juillet, l'aube. Sidorenko ne ferma pas l'œil de la nuit. Assis dans la tranchée, il observait les positions allemandes. Il attendait. Aux premières lueurs de l'aube, les activités commencèrent. Relève de la garde. Inspection matinale des armes. Ivan regarda dans les jumelles. Son cœur battait la chamade. Voilà la mitrailleuse. Celle qu'il avait remplie de sable. L'équipe changeait. De nouveaux mitrailleurs. Ils ont enlevé la bâche. Ils ont commencé les vérifications. J'ai ouvert le volet. Je l'ai fermé. Plusieurs fois. J'ai vérifié le mécanisme. Tout a fonctionné. Pour l'instant. Bien sûr, pensa Ivan. La mitrailleuse est froide. Le sable est sec. Pour l'instant, le verrou bouge librement. Mais quand elle commencera à tirer... J'ai attendu. 1 heure. 2. Vers 9 heures, les Allemands commencèrent leurs exercices de tir. Ils testaient leurs armes avant la bataille à venir. Cette mitrailleuse tirait également. File d'attente courte. Sidorenko compta. 10 rafales, 15, 20. Ça marche. Pourquoi ça marche ? Peut-être qu'il n'y a pas assez de sable ? Peut-être que l'idée a échoué ? 25 files d'attente. Et soudain, le silence. Le mitrailleur allemand tira sur le verrou. Rien. Encore une fois, le verrou ne bougea pas. Ils commencèrent à la démanteler. Sidorenko les vit manipuler maladroitement des armes. Un mitrailleur, puis un autre. Puis un officier s'approcha. 15 minutes de tâtonnement. Finalement, nous avons réussi à séparer le groupe de boulons. Ivan ne pouvait pas distinguer les détails de si loin. Mais il pouvait l'imaginer. À l'intérieur, une masse compacte et agglomérée. Du sable, du sel, des résidus de tir. Une bouillie compacte qui obstruait chaque interstice. Les Allemands juraient. L'officier criait. Le mécanicien essayait de nettoyer quelque chose. La mitrailleuse était hors service. « Ça a marché », soupira Sidorenko. « Oh mon Dieu, ça a marché. » Mes mains se mirent à trembler. Mais pas de peur cette fois. De soulagement. De la certitude que l'idée était la bonne. Une seule mitrailleuse. Les Allemands ont 18 munitions dans ce secteur. L'une d'elles est hors service. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire plus. Ivan descendit dans l'abri et trouva Goriev. « Petrovitch, ça a marché. » Le contremaître le regarda attentivement. « C'est-à-dire » ? « La mitrailleuse, celle que j'étais allé vérifier hier soir. Elle s'est enrayée. Ils ont passé une demi-heure à la démonter et n'ont pas réussi à la réparer. » Goriev siffla. « Tu es vraiment quelque chose, Vania. Je croyais que tu étais juste allé à l'arrière pour t'amuser un peu. » « Pas comme ça. Et vous savez quoi ? Je dois continuer. Ce soir, j'irai à la prochaine mitrailleuse. Et après-demain. Et chaque nuit, tant qu'il y aura du temps. » Seul ? Guriev secoua la tête. « Non, ça ne marchera pas. Vous ne tiendrez pas longtemps seul. Les Allemands sont sur leur garde. Après hier, c'est certain. » Que devons-nous faire ?
Prenez un assistant, je vous accompagnerai. Petrovitch, vous... Tais-toi. J'ai combattu toute ma vie. Pendant la guerre de Finlande et pendant la guerre civile, même mon grand-père. S'il y a une chance de gagner une guerre, non pas par le nombre, mais par l'habileté, je suis partant. J'irai. Sidorenko allait protester, mais il fixe le sergent-major droit dans les yeux. Un regard ferme et décisif. Bien. Ensemble, c'est plus sûr. Exactement. Vous répandez du sable. Je couvre. S'il arrive quoi que ce soit, je neutralise la sentinelle. Vous avez les mains libres. Et les armes ? Couteau. Silence. Si on tire un coup de fusil, on va mettre tous les Allemands sur les nerfs. Nous étions d'accord. La nuit suivante, une autre sortie. Mais un problème surgit. Dans l'après-midi, un agent spécial, le lieutenant Krylov, aborda Sidorenko. Il était jeune, nerveux, et avait le regard ardent d'un fanatique. « Sergent-chef Sidorenko ? » ?»« Oui, monsieur. »« Suivez-moi. » Conversation. Mon cœur s'est serré. Ont-ils découvert la vérité ? Quelqu'un l'a-t-il signalé ? Ou bien les Allemands ont-ils fait un prisonnier qui a tout raconté ? Ils se rendirent dans un abri séparé. L'officier spécial s'assit à la table. Sidorenko s'assit en face. « Camarade Sidorenko, j'ai appris que vous avez abandonné votre poste sans autorisation hier soir. Est-ce exact ? Qui l'a signalé ? Est-ce que la sentinelle l'a vu ? Ou était-ce juste un tuyau ? Oui, monsieur, camarade lieutenant. Dans quel but ? Intelligence. Une mission de reconnaissance ? Krylov plissa les yeux. Vous étiez en mission de reconnaissance ? Cela n'existait pas. C'est lui qui a pris l'initiative. L'initiative est une bonne chose, mais déserter est une mauvaise chose. Comprenez-vous que quitter son poste sans autorisation est passible d'une cour martiale ? Silence. Parlez plus fort. Pourquoi y êtes-vous allé ? Sidorenko a décidé de prendre un risque, de dire la vérité. Une partie de la vérité. Il se dirigeait vers les mitrailleuses allemandes. Il voulait les neutraliser. De quelle manière ? J'ai versé du sable et du sel dans le porte-culasse. Quand il a chauffé, il s'est bloqué. Krylov le fixa du regard, silencieux. Puis il rit. C'était un rire désagréable, forcé. Du sable ? Vous êtes sérieux ? Oui, monsieur. Et ça a marché ? Ça a marché. Une mitrailleuse a été mise hors service. Les Allemands sont encore en train de la réparer. L'agent de sécurité cessa de rire. Il devint pensif. Il tapotait du doigt sur la table. Preuve ? Je l'ai vu ce matin. Il démontait la mitrailleuse et n'arrivait pas à la réparer. Krylov se gratta le menton. Et vous, camarade Sidorenko, vous êtes soit un génie, soit un saboteur. Camarade lieutenant, Tais-toi, j'y réfléchirai. Si tu dis la vérité, c'est une information précieuse. Si tu mens, tu seras abattu. Va-t'en. Je ferai mon rapport au commandant. Il décidera. Sidorenko sortit, transpirant sous sa tunique. La police secrète est plus effrayante que les Allemands. Au moins, eux, ils tirent. Mais ces types-là peuvent vous emmener à la cave sans procès. 1 heure plus tard, on me convoqua auprès du commandant du régiment. Le colonel Gorelov, 50 ans, cheveux grisonnants, décoré de médailles. Un vieux soldat. Sidorenko ? Oui, monsieur, camarade colonel. Raconte-moi, depuis le début. Ivan me l'a raconté, en détail. L'idée du sable et du sel, la sortie, comment la mitrailleuse s'est enrayée. Gorelov écouta en silence. Lorsque Sidorenko eut terminé, le colonel se leva. Il se dirigea vers la fenêtre et observa les positions. « Montrez-moi. Quelle mitrailleuse ?» Ivan se montra. Le colonel observa longuement à travers les jumelles. En effet, ils y touchent. Il baissa ses jumelles et se tourna vers Sidorenko. « Bonne idée. Très bonne. Mais j'ai une question. Vous avez neutralisé une mitrailleuse, et il y en a 42. Que faire ensuite ? Continuez. Sortez-en 1 ou 2 chaque soir.
Hein? Non, le sergent-major Guriev a demandé de l'aide. Guriev. Le colonel acquiesça. Un homme de confiance. Bon, voilà le problème. Je ne peux pas vous donner l'autorisation officielle. Selon le règlement, il s'agit d'une absence non autorisée. L'officier de sécurité a raison. Une cour martiale s'impose. Mon cœur s'est serré. Mais, gloussa Gorelov, je n'ai rien vu. Et je n'ai rien entendu, vous comprenez? Oui, monsieur. Va te promener, et fais attention. Les Allemands sont sur leur garde maintenant. Après hier, c'est certain. Sidorenko est sorti, son âme chantait. On peut continuer. L'essentiel, c'est de ne pas se faire prendre. 14 juillet, nuit. Deuxième sortie. Sidorenko et Guriev. 2 hommes, vêtus de sombre, le visage barbouillé, des couteaux à la ceinture. Chacun portait un petit sac de sable et de sel. Ivan rampa en avant. Guriev se trouvait à une dizaine de mètres sur sa droite. Il lui offrit sa couverture. 300 mètres, lentement, silencieusement. Les Allemands ont renforcé la sécurité. Il y avait désormais plus de sentinelles et les patrouilles étaient plus fréquentes. Sidorenko resta figé dans le cratère. Il attendit le passage de la patrouille. 3 Allemands munis de lampes torches éclairaient les environs. Ils cherchaient des traces. Je suis passé, à 10 mètres. Ivan avait même peur de respirer. La patrouille est partie. Ils ont continué leur chemin. Mitrailleuse. La deuxième. Dans une autre tranchée. 2 sentinelles à proximité. Guriev fit un signe. J'en prends un. Prends l'autre. Sidorenko acquiesça. Le contremaître rampa vers la sentinelle de gauche. Ivan, à droite. Maître. 2. 3. La sentinelle a senti quelque chose et s'est retournée. Guriev sursauta. Le couteau se planta sous sa gorge. Rapidement. Le garde n'eut même pas le temps de crier. Le garde droit se tourna vers le son. Sidorenko se jeta sur lui. Coup. Un coup de couteau au cœur. Le second garde s'effondra. Silence. Guriev essuya son couteau sur la tunique du sentinelle. Il cracha. Comme un abattoir. Allez, dépêche-toi. Ivan se précipita vers la mitrailleuse. Il ouvrit la culasse. Il vida le sable et le sel. Il la referma. C'est fait, on y va. Paul recula, rapidement. Il ne se cachait plus. Des cris retentissent derrière nous. On a de nouveau découvert des corps. Coups de feu, fusées éclairantes. Les Allemands tiraient dans toutes les directions. Sidorenko et Guriev tombèrent dans leurs tranchées. Vivants, indemnes. 2, dit Ivan. 2 mitrailleuses. Il en reste 40, a gloussé Guriev. Nous ne tiendrons pas longtemps. Mais ils ont continué. 15 juillet, 3e mitrailleuse. Aucune perte. Les Allemands étaient nerveux, mais ils n'ont pas réussi à la neutraliser. Le 16e jour, les 4e et 5e jours. 2 en une seule nuit. Risqué. Guriev a failli se faire tirer dessus. Mais ils sont arrivés à temps. Le 17, 6 autres soldats furent tués. Et de nouveau, 2 sentinelles furent abattues. Les Allemands se doutaient déjà de quelque chose d'étrange. Les armuriers vérifièrent toutes les mitrailleuses, mais ils ne trouvèrent que du sable après les tirs. Auparavant, le mécanisme semblait propre. Le 18 juillet, Sidorenko et Guriev ont neutralisé 3 mitrailleuses en une seule nuit. La 7e, la 8e et la 9e. 9 mitrailleuses. En 5 nuits. Ivan avait l'air épuisé. Il avait à peine dormi, par bribes, 2 ou 3 heures à la fois. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de fatigue. Guriev semblait également souffrant, mais il n'a pas abandonné. Vania, tente une autre fois. Au moins 9 autres, et la moitié de leurs mitrailleuses seront opérationnelles. Allons-y. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Le matin du 19 juillet, les Allemands firent venir des armuriers de l'arrière.
des spécialistes. Ils commencèrent une inspection massive de toutes les mitrailleuses. Nous l'avons démontée, nous l'avons nettoyée, nous avons vérifié chaque détail. Et ils ont trouvé du sable dans 3 mitrailleuses, avant même qu'elles n'ouvrent le feu. Les Allemands l'avaient compris. Sabotage, subversion. La sécurité fut doublée. Une sentinelle était désormais postée à chaque mitrailleuse. Des patrouilles étaient effectuées toutes les demi-heures. Des fusées éclairantes étaient tirées au moindre bruit. Sidorenko et Guriev sont partis dans la nuit du 20 juillet. Ils ont essayé de s'approcher. Ils n'ont pas pu. Il y avait trop de gardes. Ils s'éloignèrent en rampant et revinrent les mains vides. « Ça y est, dit Guriev. On ne peut plus passer, on est pris. » Ivan était allongé dans une tranchée. Il regardait le ciel, les étoiles, froides, lointaines. 9 mitrailleuses sur 42. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Échec ? Non. 9, c'est aussi un résultat. 9 mitrailleuses qui ne tirent pas. Cela représente des dizaines de vies sauvées. Mais j'en voulais plus. Je voulais retirer les 42. Le matin du 21 juillet, l'ordre arriva. L'offensive était reportée du 15 au 23. Encore du temps, pensa Ivan. Mais à quoi bon ? Je ne peux pas atteindre les mitrailleuses maintenant. Et puis une nouvelle idée m'est venue à l'esprit. Le soir du 21, il était assis près du feu, en train de préparer du thé. Non loin de là, Guriev nettoyait son fusil. « Petrovitch, et si, au lieu d'aller directement aux mitrailleuses, on les attirait à nous ?» Guriev leva la tête. « Comment ça ?»« Une provocation. On va faire une feinte. Les Allemands vont ouvrir le feu, les mitrailleuses vont chauffer et se mettre à tirer, et les 9 canons remplis de sable vont s'enrayer. Et le reste, on s'occupera du reste plus tard. » Une fausse alerte ? Le sergent-major marqua une pause. Le commandement donnera-t-il son autorisation ? Je ne sais pas, mais vous pouvez demander. Nous sommes allés voir le colonel Gorelov et lui avons fait part de l'idée. Gorelov écouta. Il fronça les sourcils, puis il dit « C'est risqué. Mettre des gens en danger, même si c'est faux. »« Camarade colonel, interrompit Sidorenko avant de se reprendre. Pardonnez-moi, mais si nous lançons une véritable attaque contre le 23e, les pertes seront bien plus importantes. » Le colonel resta silencieux. Il réfléchissait. Finalement, il hocha la tête. « D'accord. Demain, à l'aube. Une attaque feinte, mais de loin, pour que les gens soient hors de danger. D'accord ? Accepté. 22 juillet, l'aube. Une fausse alerte. La compagnie a progressé jusqu'à la ligne de front. Non pas de 300 mètres comme d'habitude, mais de 500. Au-delà de la portée efficace des mitrailleuses. Ils ont simulé une attaque. Des cris de « Hurrah !» et des tirs en l'air sporadiques. Ils se déplaçaient en chaîne. Les Allemands sont tombés dans le piège. Ils ont décidé qu'il s'agissait d'une véritable offensive. Ils ont ouvert le feu. Toutes les mitrailleuses en même temps. Un mur de plomb. Mais les soldats soviétiques étaient loin. Les balles ne pouvaient pas les atteindre. Sidorenko regarda dans ses jumelles. Il compta. 1 mitrailleuse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tirs, 9e, incendie, 10 rafales, 15, 20 et arrêté. Silence. Mitrailleuse numéro 10. Elle tire aussi. 15 rafales, 25, 30. Il est bloqué. 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e. 18 mitrailleuses sur 42 se sont tues. Les Allemands paniquent. Les équipes s'affairent à tenter de réparer. En vain. Les culasses sont bloquées. Sidorenko baissa ses jumelles et regarda Guriev. 18. 18, répéta le sergent. Plus d'un tiers. Ça suffira. Le 23, quand nous lancerons la véritable attaque,
18 mitrailleuses resteront silencieuses. Et le reste, les tireurs d'élite abattront le reste. Guriev lui tapota l'épaule. Toi, Vania, tu es le cerveau, le vrai cerveau. Ivan resta silencieux. Il observa les positions allemandes. Il songea au nombre de vies qu'il venait de sauver. Des dizaines, peut-être des centaines. Voronin, Soukov, Demidov, ils vivront. Parce que 18 mitrailleuses ne tirent plus. Le colonel Gorelov est arrivé le soir. Il a apporté une bouteille de vodka. Sidorenko, Gouriev, prenons un verre. J'ai versé un verre, nous avons bu. À vous, les aigles, pour votre intelligence. Vous êtes rares, mais c'est ce genre de personnes qui gagnent les guerres. Ivan resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Gouriev resta silencieux, lui aussi. Ils restèrent assis, burent de la vodka et comprirent. Demain, c'était le combat. Un vrai combat. L'épreuve approche. Tout se déroulera-t-il comme prévu ? 23 juillet 1943, 5 heures du matin. Sidorenko ne dormait pas. Allongé sur sa couchette, il fixait le plafond. Dans 2 heures, l'attaque commencerait. La vraie. Je me suis levé. Je me suis habillé. J'ai vérifié le fusil, les munitions, le couteau. Tout était en place. Je suis sorti de l'abri. L'aube. Le ciel est rose, calme. Seuls les oiseaux chantent. Peut-être la dernière aube, pensa Ivan. Peut-être aujourd'hui. Il sortit la photo d'Anna. Il la contempla longuement. Puis il la remit près de son cœur. Je suis désolé si je ne reviens pas. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Guriev s'est approché et lui a tendu une tasse de thé. Bois, c'est chaud. Merci Petrovitch. Eh bien Vania, c'est ton jour. Aujourd'hui nous allons découvrir si ton truc fonctionne ou pas. Ça marche, je l'ai vu. Les voir c'est une chose, mais les tester au combat c'en est une autre. Et si les Allemands réparaient toutes les mitrailleuses du jour au lendemain ? Sidorenko ne répondit pas. Il y réfléchissait. Et si ? Et si les armuriers avaient terminé en 3 jours ? Et si tout cela n'avait servi à rien ? Mais il est trop tard. Le temps est passé. 6h30. Formation. Compagnie. 120 hommes. Visages jeunes. Visages fatigués. Visages effrayés. Capitaine Nesterov. Camarades soldats, aujourd'hui nous passons à l'attaque. L'objectif est de déloger les Allemands de la colline 237. L'artillerie couvrira les positions. Ensuite, nous avancerons. En 3 vagues. La première vague est le groupe d'assaut, 30 hommes. La deuxième est le gros des troupes, 60 hommes. La troisième est la réserve, 30 hommes. Les tireurs d'élite neutraliseront les points de tir. Des questions ? Silence. Puis, à vos places. Le début est à 7 heures. Les soldats se dispersèrent et prirent position dans les tranchées. Sidorenko se trouvait sur le flanc. Sa mission était de couvrir les assaillants et d'éliminer les mitrailleurs. Il est 7h moins le quart. Silence. Tension palpable. Avant l'orage. 7, exactement. Grondement. L'artillerie a fait feu. Tous les canons en même temps. La terre a tremblé. Le ciel s'est obscurci de fumée. Les positions allemandes étaient criblées d'obus. Des gerbes de terre, des flammes. Un grondement assourdissant. 10 minutes de bombardement. Puis le silence. Un silence pesant. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, sifflaient. Première vague, en avant ! 30 hommes sautèrent hors de la tranchée. Ils coururent, en chaîne, sur 300 mètres à travers le champ, en direction des tranchées allemandes. Sidorenko scruta le viseur à la recherche de cibles. 100 mètres, 200. Les Allemands ont ouvert le feu. Fusils, pistolets mitrailleurs, mitrailleuses. Mais il y a peu de mitrailleuses. Très peu. Avant, il y avait tellement de créneaux horaires que l'air bourdonnait. Maintenant, il n'y a plus que quelques files d'attente occasionnelles. 18 mitrailleuses restèrent silencieuses.
Sidorenko vit un mitrailleur allemand actionner la culasse. Rien. La mitrailleuse était hors service, enrayée. Le voisin de droite est pareil. La mitrailleuse est silencieuse. Ça marche! Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Oh mon Dieu, ça marche! La première vague a atteint les tranchées allemandes. Aucune perte. Enfin, presque aucune perte. 2 blessés, mais tous vivants. Deuxième vague, en avant! 60 personnes. Parmi elles se trouvaient Guriev, Demidov et Soukov. Allons-y. Les Allemands tirèrent, mais leurs tirs étaient dispersés. Il n'y avait pas assez de mitrailleuses. Celles qui fonctionnaient tentaient de couvrir plusieurs secteurs à la fois. Elles n'y parvenaient pas. Sidorenko fit feu. Il abattit un mitrailleur, un deuxième, un troisième. La deuxième vague est arrivée. 3 autres sont blessés. Un est mort, mais la plupart sont vivants. La troisième vague, les 30 derniers, courons! Alors les Allemands ont lancé leur réserve. Contre-attaque. Une 50aine d'hommes ont surgi de la forêt en hurlant, mitraillant à la main. La bataille commença dans les tranchées. Combat au corps à corps, baïonnettes, couteaux, crosses de fusil. Sidorenko ne tira plus. Nos hommes et les Allemands étaient tous mêlés. Il était difficile de savoir qui était où. 10 minutes d'enfer. Des cris, des coups de feu, le bruit métallique. Puis le silence. Les Allemands ont battu en retraite. Les hauteurs ont été prises. Un drapeau rouge au-dessus d'une tranchée. Signal. La position est à nous. Sidorenko abaissa son fusil. Il expira. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais de tension. Il descendit de son poste et se dirigea vers les hauteurs. Tranchée. Allemande. Abandonnée. Corps. Les nôtres et ceux des Allemands. Mêlés les uns aux autres. J'ai retrouvé Guriev. Vivant. Il était assis sur le parapet. Il fumait. Son bras était bandé, une blessure mineure. « Petrovitch, comment allez-vous ?»« Vivant, Vania, vivant. Et tu sais quoi ? Ton plan a fonctionné. Je l'ai vu de mes propres yeux. » L'Allemand était derrière la mitrailleuse. Il n'arrêtait pas de tirer sur la culasse. Mais l'autre n'a pas fait feu. Et je l'ai abattu. Calmement, sans précipitation, parce qu'il était sans défense. Sans mitrailleuse, il n'était qu'une cible. Sidorenko s'assit à côté de moi. Il resta silencieux. « Combien as-tu perdu ?» demanda-t-il doucement. La compagnie a déploré 8 morts et 17 blessés. Les autres sont en vie. 8 vies. Mais normalement, lors d'un assaut sur une colline fortifiée avec autant de mitrailleuses, les pertes seraient 5 fois plus importantes. 40 morts, 60 blessés, 8 au lieu de 40. 32 personnes sont en vie, car 18 mitrailleuses sont restées silencieuses. Voronine, pensa Ivan. Tu vois, j'ai réussi. Pas grand-chose, mais j'ai réussi. Le soir, nous avons ramassé les trophées. Parmi eux, plusieurs MG42, cassés, enrayés. L'armurier était en train d'en démonter un. Il secoua la tête. Qu'est-ce que c'est ? Du sable en quelque sorte, avec du sel, très compact. Comment est-ce arrivé là ? Sidorenko se tenait à proximité, silencieux. L'armurier le regarda. Tu sais ? Je sais. Comment ? Nous nous sommes endormis, la nuit, volontairement. L'armurier siffla. Tu es incroyable, intelligent, très intelligent. Juste du sable, et voilà le résultat. L'arme miracle allemande se transforme en ferraille. Je ne l'ai pas inventé, mon père me l'a appris. Une seule pierre dans le mécanisme et tout s'arrête. Ton père était un homme sage. Était. Ce soir-là, Sidorenko était assis seul. Il écrivit une lettre à Anna, la première depuis 2 mois. Anya, ma chérie, vivante, en bonne santé. Il y a eu une bataille aujourd'hui, une bataille difficile, mais nous avons gagné. Et tu sais, j'ai compris une chose. La guerre n'est pas qu'une question de bravoure, c'est une question d'intelligence. Parfois,
Une seule bonne idée peut sauver plus de vies que 10 attaques héroïques. J'ai réfléchi. J'ai trouvé une solution. Ça a marché. Mes camarades sont vivants. Beaucoup sont vivants. Et moi aussi. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai, c'est certain. Attends-moi. Ton Ivan. Il scella la lettre et la remit au messager. Je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis une semaine, le sommeil était paisible. Pas de cauchemar, pas de tremblement. J'ai dormi et j'ai vu Anna, la maison, le moulin de mon père, la rivière, le monde. 24 juillet, le lendemain de la bataille. Sidorenko s'est réveillé en sursaut, quelqu'un le secouant par l'épaule. « Camarade sergent junior, levez-vous, vous êtes convoqué par le commandant du régiment. » Ivan ouvrit les yeux. Il était environ 10 heures du matin. Il avait fait la grasse matinée. Il n'avait pas dormi comme ça depuis longtemps. Je me suis levé, je me suis lavé, je me suis habillé. Je suis allé au quartier général. Duriev se tenait près du banc des joueurs. Son bras était en écharpe, mais il avait l'air joyeux. « Vania, nous avons été appelés tous les deux. Sais-tu pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. » Mais le colonel a l'air satisfait. Alors ils ne vont pas me tirer dessus. Nous sommes descendus dans l'abri. Outre le colonel Gorelov, il y avait 3 autres officiers. L'un d'eux était un général de division, commandant de la division. Sidorenko se tenait au garde-à-vous. « Camarade général de division, le sergent-chef Sidorenko est arrivé conformément à vos ordres. » Le général se leva. Il s'approcha et observa attentivement. « Alors c'est vous, Sidorenko ? Celui avec le sable ? » ?»« Oui, monsieur. » »« Racontez-moi, en détail, comment vous est venue l'idée ? Comment l'avez-vous mise en œuvre ? Tout. » Ivan me l'a dit, pour la 3e fois en quelques jours. Mais cette fois sans crainte, avec assurance, car les résultats étaient évidents. Le général écoutait. Parfois, il posait des questions techniques, sur les proportions de sable et de sel, sur les quantités à ajouter, sur le temps nécessaire pour que les choses se bloquent. Lorsque Sidorenko eut terminé, le général se tourna vers le colonel. « Gorelov, pourquoi n'ai-je appris cela que maintenant ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Le colonel toussa. « Camarade général de division, la méthode était expérimentale. Je ne voulais pas faire d'histoire avant de l'avoir testée au combat. » « Je vois. » Le général laissa échapper un petit rire. « Bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait un résultat. Sidorenko, votre méthode fonctionne. Les pertes d'hier ont été minimes. Nous avons pris la colline presque sans effusion de sang. Savez-vous combien de vies vous avez sauvées ? » Je ne sais pas, camarade général de division. D'après les premières estimations du quartier général, si toutes les mitrailleuses allemandes avaient été opérationnelles, nous aurions perdu au moins 50 hommes tués, plus une centaine de blessés. Au lieu de cela, nous en avons perdu 8 et 17. Une différence de 42 tués. 42 vies, Sidorenko. Vous comprenez ? Ivan resta silencieux. 42 personnes. 42 Voronins. 42 destins. Et ce n'est que dans un seul secteur, poursuivit le général. Mais que se passerait-il si nous appliquions cette méthode à l'ensemble du front, à l'ensemble du saillant de Koursk ? Combien de milliers de vies pourraient être sauvées ? Camarade général de division, intervint l'un des officiers, un major portant les insignes d'état-major. La méthode exige une infiltration derrière les lignes ennemies. C'est risqué. Tous les soldats n'en sont pas capables. D'accord, acquiesça le général. Nous les utilisons donc de manière sélective. Éclaireurs, saboteurs, tireurs d'élite. Ceux qui savent s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Sidorenko, êtes-vous prêt à former d'autres hommes ? Oui, monsieur. Bien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes instructeur. Vous formerez des groupes de saboteurs à votre méthode. Colonel Gorelov, assignez des assistants à Sidorenko, qu'il entraîne les combattants. Oui, camarade général de division. Une dernière question, demanda le général à Sidorenko. Comment les Allemands peuvent-ils se défendre contre votre méthode ?
Ivan pensa. Renforcer la sécurité, vérifier les mitrailleuses avant la bataille, démonter-les et nettoyer-les. Mais cela prend du temps, au moins 1 heure par mitrailleuse. Ils en ont des dizaines. Ils n'auront pas le temps. Donc même s'ils connaissent la méthode, ils ne pourront pas se protéger pleinement? Ils ne pourront pas. Ils peuvent seulement rendre la chose plus difficile, mais pas l'empêcher. Excellent. Le général se frotta les mains. Alors la méthode est viable. Gorelov rédigeait un rapport détaillé pour le quartier général, incluait les résultats, qu'il diffuse l'expérience. Mangez! Sidorenko, Guriev, libre, bon travail, un vrai sens du terrain. Ils ont quitté le banc des joueurs. Guriev a craché. Eh bien, Vania, maintenant tu es une célébrité, une instructrice. Je ne voulais pas de célébrité. Et elle est venue me voir elle-même, ça arrive. On fait quelque chose et ça prend de l'ampleur. En effet, le soir venu, la nouvelle s'était répandue dans tout le régiment. Sidorenko a réduit au silence les mitrailleuses allemandes avec du sable. 18 mitrailleuses ont été mises hors service. 40 vies ont été sauvées. Des soldats s'approchèrent d'Ivan. Ils lui serrèrent la main. Ils le remercièrent. Certains se contentèrent d'un signe de tête silencieux. D'autres dirent « Merci, compatriote. Peut-être que votre sable m'a sauvé aussi. » Le sergent-chef Soukov, le même signaleur, est arrivé le soir. « Camarade Sidorenko, tu te souviens, je t'avais demandé si on reviendrait ? Et tu avais répondu « Je ne sais pas. » Je me souviens. Alors, hier, j'étais dans la première vague. Je courais à travers le champ. Et j'attendais que les renforts me couvrent. Mais ils étaient silencieux. La plupart étaient silencieux. Et j'y suis arrivé, vivant, en un seul morceau. C'est toi, ton sable. Soukov tendit la main. Sidorenko la serra. Je suis heureux que tu sois en vie, Soukov. Très heureux. Le garçon partit. Ivan le regarda s'éloigner. Il pensa, c'est pour ça que tout ça a servi. Pour des gens comme Soukov. Pour qu'ils puissent vivre. Pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Sidorenko passa les 2 semaines suivantes à s'entraîner. Par groupe de 5 à 7 personnes. Éclaireurs, tireurs d'élite, saboteurs. Il m'a montré comment choisir le sable. Il faut du sable fin de rivière. Le sable grossier ne convient pas, il débordera. La poussière n'est pas bonne non plus, elle ne donnera pas l'effet recherché. J'ai expliqué les proportions. Sable et sel, à peu près à parts égales. Un peu plus de sable ne pose pas de problème, mais le sel est indispensable. Il se solidifie sous l'effet de la chaleur, transformant le sable en une masse abrasive. Il m'a montré où le verser, dans la culasse, dans le groupe de verrouillage. Là où le métal frotte contre le métal lors du fonctionnement du mécanisme. Il expliqua la technique d'infiltration. Nuit. Sans lune, ciel nuageux, vêtements sombres, visage et mains barbouillés. Progresser lentement. Utiliser les cratères et les replis du terrain. À propos des gardes, comment les neutraliser? Rapidement, silencieusement. Un couteau à la gorge ou au cœur. Sans réfléchir, sans hésiter. C'est lui ou vous. Après leur entraînement, les groupes sont partis en mission. Tous ne sont pas revenus. 3 sont morts durant la première semaine. L'un d'eux a été capturé, on ignore ce qu'il est devenu. Mais il y eut un résultat. Fin juillet, selon l'état-major de la division, 32 autres mitrailleuses allemandes avaient été mises hors service dans différents secteurs. 50 mitrailleuses en 1 mois. Le général de division a de nouveau appelé Sidorenko. « Bravo! Votre méthode fonctionne. Le quartier général l'a approuvée. Nous allons la généraliser aux autres divisions. » Camarade général de division, comment réagissent les Allemands? Ils sont nerveux. Leurs armuriers paniquent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Certaines unités refusent déjà d'utiliser la MG42 et passent à des mitrailleuses plus anciennes. Or, ces dernières sont plus lentes et moins fiables. En résumé, vous avez vraiment empiré la situation pour les Allemands. Ivan n'était pas satisfait. Il se contenta d'acquiescer. C'était fait. La méthode avait fonctionné. Des vies avaient été sauvées. Août 1943. La bataille de Koursk était terminée. L'armée rouge avait remporté la victoire. Les Allemands battaient en retraite.
L'initiative était passée aux troupes soviétiques. Le colonel Gorelov rassembla tout le régiment. « Camarades soldats, la bataille de Koursk est terminée. L'ennemi est en déroute. L'offensive allemande est repoussée. À présent, nous passons à l'offensive. Nous repoussons les nazis vers l'ouest. Récompensez ceux qui se sont distingués. » Sidorenko a été convoqué. Le décret a été lu. Pour son initiative, son ingéniosité et son courage dans l'exécution des missions de combat, et pour avoir mis au point une méthode efficace de neutralisation des armes ennemies qui a permis de réduire considérablement les pertes humaines, le sergent-chef Ivan Nikitovitch Sidorenko reçoit l'ordre de l'Étoile rouge. Le général de division épingla la médaille sur sa poitrine et lui serra la main. « Portez-le avec honneur, vous le méritez. » Guriev a ensuite reçu la médaille pour le courage, pour avoir accompagné Sidorenko lors de raids, l'avoir couvert et l'avoir aidé. Le contremaître a ri sous cap. « Vania, tu as une médaille ? J'ai une médaille. Alors, c'est toi qui commandes maintenant ? Petrovitch, tu as mené toutes les guerres sans moi. Tu es déjà aux commandes. » Nous étions assis ensemble ce soir-là, à boire du schnapps de contrebande. Guriev a dit « Tu sais, Vania, j'en ai vu des choses. La guerre civile, la guerre de Finlande, celle-ci. J'ai vu ma part d'héroïsme. Mais ton cas est particulier. Tu n'as pas accompli d'actes héroïques. Tu as utilisé ton intelligence. Tu as eu une idée. Et ce faisant, tu as sauvé plus de vies qu'un héros avec une grenade sous un char. Tu comprends ? Comprendre ? C'est pourquoi je dis, la guerre se gagne non seulement par la bravoure, mais aussi par l'intelligence. N'oubliez pas cela. Ivan se souvint. Septembre. Le régiment se dirigea vers l'ouest. Ils libérèrent ville après ville. Village après village. Sidorenko reprit son travail de tireur d'élite. Mais désormais, chaque fois qu'il voyait une mitrailleuse allemande, il pensait « Peut-être qu'il y a du sable là-dedans aussi ? Peut-être que l'un de mes élèves a fait le boulot ?» La méthode se répandit. À la fin de l'année, selon la direction politique du front, plus de 300 mitrailleuses allemandes avaient été neutralisées grâce à la méthode de Sidorenko. 300 mitrailleuses. Combien de vies cela représente-t-il ? Des milliers. Peut-être des dizaines de milliers. Un jour d'octobre, dans l'un des villages libérés, un capitaine inconnu s'approcha d'Ivan. Il se présenta. « Capitaine Volkov, 187e brigade de chars. Écoutez, êtes-vous Sidorenko, celui avec le sable ? Je tiens à vous remercier. En août, ma section a pris d'assaut des positions allemandes près de Kharkov. La moitié des mitrailleuses allemandes étaient hors service, enrayées. Nous avons réussi à passer avec presque aucune perte. Puis, la reconnaissance a découvert que des saboteurs s'infiltraient la nuit, recouvrant les positions de sable. Ils utilisaient votre méthode. Vous pouvez donc considérer que vous avez aussi sauvé mes équipages de chars. Ravi de l'apprendre, camarade capitaine. J'étais absolument stupéfait. Une chose si simple, du sable. Et le résultat a été énorme. Les Allemands ne comprennent probablement toujours pas comment cela fonctionne. Le capitaine partit. Sidorenko resta assis, pensif. Ils ne comprennent pas. Et c'est tant mieux. Qu'ils ne comprennent pas. La guerre n'est pas qu'une question d'honnêteté. C'est une question de ruse, de déjouer l'ennemi. Novembre 1943. Une lettre d'Anna arriva, la première depuis 6 mois. Ivan avait peur de l'ouvrir. Et si quelque chose s'était produit ? Je l'ai ouvert et j'ai lu, les larmes coulant sur mes joues. « Vania, mon chéri, je suis vivante, en bonne santé. Je travaille à l'usine, je reçois tes lettres. La dernière date d'août. Tu écris que tu es vivant, que tu pensais à quelque chose, que tu as aidé tes camarades. Je ne sais pas à quoi tu pensais, mais si tu as aidé, alors tu es quelqu'un de bien. Je suis fier de toi. J'attends vraiment. Quand cette satanée guerre sera finie, tu reviendras. Et nous pourrons enfin vivre une vie normale. Nous construirons une maison, nous aurons des enfants, nous serons heureux. J'y crois. Prends soin de toi. À toi, Anya. » Ivan plia la lettre. Il la posa à côté de la photo. Il resta assis longtemps, en silence. Guriev est entré. « Quoi, une lettre de votre femme ? » « Oui. Bonne nouvelle ?
Bien, vivant, en attente. C'est bien. Cela signifie qu'il y a quelque chose pour quoi se battre. Il y a quelqu'un vers qui retourner. Oui, Petrovitch. Oui. La guerre continua. Hiver, printemps, été 1944. Sidorenko combattit. Il tira. Il survécut. Parfois, il formait de nouveaux saboteurs à la méthode du bac à sable. La méthode a fonctionné. Pas partout, pas toujours. Mais elle a fonctionné. Et elle a sauvé des vies. Héritage et conclusion. 9 mai 1945. Victoire. Sidorenko l'a rencontré à Berlin. Il a vécu assez longtemps pour le voir. Il a survécu. Il a été blessé à 3 reprises, mais légèrement. Il a repris son service. Je me tenais sur la place. J'écoutais les feux d'artifice. Je regardais les soldats s'enlacer, pleurer, rire. La victoire. La fin de la guerre. J'ai pensé à ceux qui n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Voronin, Morozov. Des dizaines, des centaines de camarades. Ils ne sont plus là. Mais leur mort n'a pas été vaine. Ils nous ont donné du temps. Ils nous ont donné l'occasion de réfléchir, de chercher des solutions. Guriev s'approcha, âgé, cheveux gris, mais vivant. Eh bien, Vania, nous en sommes arrivés là. Nous en sommes arrivés là, Petrovitch. Vous vous souvenez comment on s'amusait avec le sable en 1943 ? Je me souviens. Je me souviens de chaque nuit. Vous savez, j'ai récemment parlé avec un colonel du quartier général du front. Il m'a dit que selon leurs calculs, votre méthode a sauvé la vie d'au moins 3000 soldats pendant la guerre. Au moins. Peut-être plus. Il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est l'ordre de grandeur. 3000. 3000 Sidorov, Demidov, Soukov. 3000 maris, pères, fils rentrés au pays. 3000, répéta Ivan. Je n'arrive pas à y croire. Crois-moi. Toi, Vania, tu n'étais pas qu'un simple tireur d'élite. Tu étais un homme intelligent, un soldat réfléchi. Il y en a peu comme toi. Mais ce sont précisément ces types-là qui ont gagné la guerre. Sidorenko est rentré chez lui en juin 1945, à Voronej, chez Anna. Elle m'a accueilli à la gare, vieilli, maigre. Mais ses yeux étaient les mêmes, aimés. Ils s'étreignirent, ils restèrent silencieux. Aucun mot n'était nécessaire. La nuit, alors qu'ils étaient allongés l'un à côté de l'autre, Anna demanda « Vania, que faisais-tu là-bas, à la guerre, en train d'écrire, d'inventer quelque chose ? Quoi ?» Ivan me l'a expliqué, brièvement, à propos des mitrailleuses, du sable, du fonctionnement du système. Anna écouta, puis elle dit doucement « Alors, vous avez sauvé des vies ? Pas tué, mais sauvé ? Les deux. La guerre, c'est comme ça. Mais vous les avez sauvés. C'est l'essentiel. Je suis content que vous n'ayez pas simplement tiré, que vous ayez réfléchi, que vous ayez cherché des moyens de faire moins de sang. » Ivan garda le silence, mais son cœur était chaleureux. Anna comprenait. La personne la plus proche comprenait. La vie après la guerre fut longue. Sidorenko retourna à l'usine. Il travailla comme tourneur, puis comme contremaître, puis comme chef d'atelier. Il éleva des enfants, 2 fils et une fille. Il eut la joie de voir naître ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants. Je n'ai jamais aimé parler de la guerre. Quand on lui posait la question, il répondait brièvement « J'ai combattu, comme tout le monde ». Il ne parlait jamais du sable ni des mitrailleuses. Il ne considérait pas cela comme un acte héroïque. Il faisait simplement ce qui lui semblait juste. Une fois par an, le 9 mai, il enfilait sa veste ornée de ses médailles. Il se rendait au défilé. Il retrouvait ses camarades. Leur nombre diminuait d'année en année. Gouriev mourut en 1962, d'une crise cardiaque. Tout le régiment, du moins ceux qui avaient survécu, l'enterra.
Dans les années 1970, Sidorenko fut invité à prendre la parole dans une école. C'était le jour de la victoire. Il souhaitait parler de la guerre aux enfants. Ivan arriva. Il se tint devant la classe. Les enfants le regardaient. Ils attendaient des histoires de chars, d'attaques, d'héroïsme. Il a parlé du sable. Comment un simple stratagème, une idée saugrenue, peut sauver des milliers de vies. Comment la guerre se gagne non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence. Comment chaque soldat, s'il réfléchit, peut changer le cours des événements. Les enfants écoutèrent. Un garçon d'environ 12 ans leva la main. « Ivan Nikitovitch, les Allemands ont-ils découvert plus tard l'existence du sable ?» Ils l'ont découvert. Bien sûr qu'ils l'ont découvert. Mais c'était trop tard. Quand ils l'ont su, nous étions déjà à l'offensive. Ils ont essayé de se défendre, mais la méthode a fonctionné. Pas toujours, pas partout, mais elle a fonctionné. Est-ce possible aujourd'hui, avec des mitrailleuses modernes ? Ivan pensa. Je ne sais pas, la technologie a changé. Mais le principe reste le même. Chaque mécanisme a un point faible. Il faut le trouver et l'exploiter. Le cours s'est terminé. Les enfants ont entouré Ivan. Ils lui ont demandé des autographes et ont pris des photos. Le professeur a dit « Merci, Ivan Nikitovitch. Vous avez montré aux enfants qu'un héros n'est pas forcément celui qui jette une grenade sous un char. Un héros est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui cherche des solutions. » Sidorenko haussa les épaules. « Je ne suis pas un héros, j'ai juste fait ce que j'ai pu. » Mais l'enseignant n'était pas d'accord. « Tu es un héros, mais pas un héros ordinaire. » Ivan Nikitovitch Sidorenko est décédé en 1987 à Voronej, dans son lit, entouré de sa famille. Il avait 71 ans. Les funérailles furent modestes. Famille, amis, camarades d'armes, 3 qui avaient survécu, et 11 étrangers. Ils venaient de différentes villes, Moscou, Leningrad, Kiev, Minsk, Kharkiv. Des hommes âgés, d'anciens soldats. Ils s'approchèrent du cercueil. Ils restèrent un moment immobiles. L'un d'eux dit « Merci, camarade Sidorenko. J'étais dans cette attaque, le 23 juillet 1943, à l'altitude 237. Votre sable m'a sauvé la vie. » Deuxième. « J'ai combattu près de Kharkov en août. Les mitrailleuses allemandes étaient muettes. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. J'ai compris plus tard, grâce à votre méthode. Merci. » Le troisième, le quatrième, le cinquième, chacun a dit quelque chose de différent. Mais au final, le constat est le même. Nous avons survécu, grâce au sable, grâce à une personne qui a pensé, inventé, agi. Après les funérailles, l'un d'eux, un homme aux cheveux gris et décoré de médailles, s'approcha du fils de Sidorenko. Il lui tendit une enveloppe. « Ceci est pour votre père, une lettre. Nous l'avons écrite tous les 3, toutes les personnes qu'il a sauvées. Mais nous n'avons pas eu le temps de l'envoyer. Il est décédé trop tôt. » Le fils prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. Il la lut, et les larmes lui montèrent aux yeux. « Cher Ivan Nikitovitch, nous, sous-signés, anciens soldats de l'Armée rouge, tenons à vous remercier. Pour ce que vous avez fait en juillet 1943, pour votre courage, pour votre intelligence, pour votre courage non pas physique, mais intellectuel. Vous avez démontré qu'une seule personne, par sa réflexion, peut changer le cours d'une guerre. Nous sommes en vie grâce à vous. Nos enfants sont en vie grâce à vous, nos petits-enfants aussi. Vous nous avez donné un avenir. Merci. Nous nous inclinons profondément, à jamais dans nos cœurs. Signature. 11 signatures. Le fils de Sidorenko plia la lettre. Il l'a mis dans sa poche. Il dit doucement « Mon père n'a jamais dit qu'il était un héros. Il s'est toujours considéré comme un simple soldat. » « C'était un héros, » répondit l'homme aux cheveux gris. « Un héros à part, pas comme ceux des films, un vrai. Quelqu'un qui sauve des vies, pas qui les prend. »
Vous vous souvenez, au début, je parlais du 23 juillet 1943, de la colline 237, de ces 4 chars soviétiques. Attendez, pas de chars. Je me suis trompé. Les chars n'étaient pas les principaux protagonistes de cette journée. Le personnage principal était un sac. Un sac en toile rempli de sable et de sel. Et l'homme qui avait eu l'idée de l'utiliser. 18 mitrailleuses. Une semaine. Un sac. Cela paraît simple, mais essayez de conserver votre capacité de réflexion en temps de guerre, quand la mort est omniprésente, quand vos camarades tombent les uns après les autres. Il ne s'agit pas seulement de tirer. Il ne s'agit pas seulement d'obéir aux ordres. Il faut réfléchir, chercher, inventer. La méthode de Sidorenko n'a pas été intégrée au manuel scolaire. Elle n'a pas été adoptée par la science militaire, parce que la guerre était finie, parce que les mitrailleuses avaient évolué, parce que le temps avait passé. Mais l'essentiel demeure. L'essentiel est simple. Chaque ennemi a une faiblesse. Il faut la trouver et l'exploiter. Ce n'est pas toujours la force brute. Parfois, il suffit d'un petit stratagème. Une poignée de sable, une pincée de sel. Et l'esprit. L'esprit humain, qui est plus fort que n'importe quelle arme. La guerre est terrible. La guerre, c'est le sang, la mort, la douleur. Mais la guerre est aussi une épreuve. Une épreuve non seulement de courage, mais aussi de raison et d'humanité. Sidorenko a réussi cette épreuve. Il a tué parce que c'était la guerre. Mais il a aussi sauvé des vies parce qu'il était humain. 3000 vies, peut-être plus. Il n'existe pas de chiffres exacts. Mais même 3000, cela représente 3000 familles, 3000 destins. 3000 histoires qui ont vu le jour grâce à un tourneur de Voronège qui se souvenait des paroles de son père. Une pierre dans la machine, Vania, et tout s'emboîte parfaitement. Les archives conservent encore un rapport du colonel Gorelov daté du 25 juillet 1943. On peut y lire « Le sergent-chef I.N. Sidorenko a fait preuve d'initiative et a mis au point une méthode de neutralisation des armes ennemies à l'aide de moyens simples. Cette méthode est efficace. Je recommande sa diffusion. » Des moyens simples, du sable et du sel. Et le résultat, des milliers de vies sauvées. Parfois, la grandeur ne réside pas dans les exploits spectaculaires, mais dans les décisions prises avec sérénité, dans la lucidité retrouvée au cœur du chaos de la guerre, dans la capacité à trouver une réponse simple à une question complexe. Ivan Sidorenko a trouvé la solution. Et le monde est devenu un peu meilleur, un peu plus lumineux. 3000 vies plus lumineuses. La famille Sidorenko conserve toujours cette photo, décolorée, en noir et blanc. Anna sourit. Le vent lui ébouriffe les cheveux. Été 1939, avant la guerre. Au verso, à l'encre délavée, « Attends-moi, et je reviendrai ». Il est revenu. Il a vécu pour la paix. Il a vécu une longue vie. Il est mort dans son lit, non sur le champ de bataille. Et sur sa tombe, on peut lire une modeste inscription. Ivan Nikitovitch Sidorenko. Soldat. Soldat réfléchi. Rien de plus. Mais c'est suffisant. Car parfois, une seule bonne pensée sauve plus de vies que 1000 attaques héroïques. Souvenez-vous de ceci.